L'odeur chimique de l'hôpital fut la première chose qui me sauta au visage. La deuxième, ce fut le sifflement du masque à oxygène plaqué sur mon visage. J'ai ouvert les yeux. Tout était stérile. Blanc. Mes souvenirs n'étaient qu'un flou de fumée et de sirènes. Et je sentais encore la suie collante sur ma peau. J'ai cherché mon téléphone à tâtons. Mes mains tremblaient. J'avais besoin de mes parents. Mon père. Laurent a décroché à la 4e sonnerie. Sa voix était impatiente, comme si je l'avais interrompu en pleine réunion. « Papa. » Ayehujote. Ma gorge était à vif. « Papa. » Mon appartement, il a brûlé. Il y eut un silence. Pas un silence de choc, mais un silence froid et calculateur. C'est un timing épouvantable. Chloé, a-t-il finalement lâché. Sa voix était plate. Nous avons le critique du guide Michelin ce soir. On enverra des fleurs. La ligne a coupé. Il avait raccroché. J'ai fixé le plafond blanc. Le bip du moniteur cardiaque remplissait l'air. Le silence qu'il avait laissé derrière lui semblait plus froid et plus étouffant que la fumée ne l'avait jamais été. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible dans votre propre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Allongez-la, avec pour seul son le rythme régulier du moniteur. L'engourdissement a commencé à s'estomper, pour laisser place à quelque chose de froid et de lourd. La lucidité, ce n'était pas nouveau, c'était juste plus bruyant. Toute ma vie, je n'avais été qu'un accessoire de leur marque. Mes parents, Laurent et Valérie, n'étaient pas juste des parents, c'étaient des conservateurs de musée. Leur chef-d'œuvre était leur restaurant gastronomique, un espace minimaliste froid, fait de béton ciré et d'ingrédients ultra sourcés. Ils étaient les hôtes parfaits, le couple de pouvoir, toujours sur leur 31, toujours souriant, toujours en train de réseauter. Leur restaurant était l'enfant prodige. Moi, j'étais l'autre, la graphiste discrète, pas médecin, pas avocate, rien dont ils pouvaient se vanter facilement lors de leur dîner mondain. Je me suis souvenu de ma remise de diplôme. J'étais sur la pelouse, mon diplôme en main, scrutant la foule pour les trouver. Ils n'étaient pas là. J'ai reçu un texto plus tard. « Désolée, chérie. Urgence dégustation avec le nouveau sommelier. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai toujours compris. J'ai compris quand j'ai dû prendre des prêts étudiants et cumuler 2 jobs pour payer mes frais de scolarité, parce que tout leur capital devait être réinvesti dans un nouveau bar en marbre. J'ai compris quand ils ont raté mes 21 ans pour une opportunité de networking critique. Je me souviens les avoir appelés, débordante de fierté. Quand j'ai décroché mon premier vrai job de design, il y a eu une pause au téléphone. Puis ma mère, Valérie, a dit de sa voix mielleuse. « Oh, c'est gentil ma chérie. Au moins, c'est un travail de bureau. » C'est là que j'aurais dû comprendre. Assise dans cette chambre d'hôpital stérile, les poumons brûlants, j'ai enfin eu le déclic. Je n'étais pas leur fille. J'étais une transaction dans leur monde. Soit vous étiez un actif, soit un passif. Une enfant qui entrait à HEC ou à l'ENA était un actif. Une fille dont l'appartement brûle et qui appelle des urgences le soir même de la visite d'un critique gastronomique. Elle n'est pas une personne en crise. Chest, passif. Une complication désordonnée et gênante qui ne colle pas au récit. Mon incendie n'était pas une tragédie pour eux. C'était juste une mauvaise ligne dans leur grand livre de comptes parfaitement équilibré. Les fleurs promises, un actif, un arrangement beau et de bon goût, prouvant qu'ils étaient des parents attentionnés. La visite elle-même, un passif. Ça leur coûtait du temps. Ça leur coûtait de la concentration. Les mots de mon père résonnaient dans ma tête. C'est un timing épouvantable. J'ai fixé les dalles acoustiques du plafond. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de colère. Pas encore. J'ai juste senti le clic d'une dernière pièce de puzzle se mettant en place. L'image qu'elle formait était dévastatrice. Et pour la première fois, c'était parfaitement clair. À 3 heures du matin, dans la lumière bleue tamisée de la chambre d'hôpital, j'ai pris une décision. Je n'ai pas rappelé mes parents. Je n'ai pas supplié. La clarté que je ressentais était froide et tranchante. Ils avaient raccroché. Et j'allais raccrocher aussi. À ma manière. J'ai fait défiler mes contacts. Passé Laurent. Et composé le seul numéro
en qui je savais pouvoir avoir confiance. Tante Martine, la sœur aînée de mon père. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Sa voix était ensommeillée mais immédiatement inquiète. Chloé? Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Tatie Martine. Aye jujote. Et c'est seulement en entendant sa voix chaleureuse que ma gorge s'est serrée. Mon appartement. Il a brûlé. Je suis à l'hôpital. Il n'y eut pas un moment de silence. Pas de calcul. Pas de question sur l'heure qu'il était. Elle a seulement dit 2 mots. J'arrive. 45 minutes plus tard. La porte de la chambre s'est ouverte. Tante Martine est entrée. Elle portait encore sa robe de chambre sous son manteau. Ses cheveux gris hâtivement relevés en chignon. Elle portait un petit sac, et une vague de chaleur a semblé remplir la pièce stérile. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste approchée, a écarté une mèche de cheveux tachés de suie de mon front et a pris ma main. « Tu n'es pas seule », a-t-elle dit fermement. L'infirmière a dit qu'il fallait quelqu'un pour signer les papiers. Je m'occupe de tout. Quand tante Martine s'est détournée pour parler à l'infirmière, j'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des heures, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer, même si mes poumons me faisaient encore mal. 2 jours plus tard, tante Martine me ramenait de l'hôpital. Nous ne sommes pas allés au restaurant de mes parents. Nous avons roulé vers la banlieue, vers sa petite maison douillette, entrer chez tante Martine. C'était comme entrer dans un monde complètement différent. Le restaurant de mes parents était fait de béton poli, d'acier inoxydable et de silence froid. La maison de tante Martine était un joyeux bazar de vie. Des piles de livres s'élevaient dans chaque coin. Du lierre grimpait le long des rebords de fenêtres. L'air sentait le vieux papier. La poussière ensoleillée et la tisane, ce n'était pas une galerie. C'était un foyer. Elle m'a emmenée dans la chambre d'amis et a étendu la vieille courte pointe. « Repose-toi », dit-elle doucement. « Je vais faire de la soupe. » Les jours suivants se sont écoulés dans une paix que je n'avais jamais connue. Tante Martine prenait soin de moi. Elle ne posait pas beaucoup de questions, mais elle écoutait. Elle m'apportait du thé et de la soupe. Elle s'asseyait avec moi pendant que je fixais le jardin. Pour la première fois de ma vie, je me sentais en sécurité. Vouée. Mes affaires avaient disparu. Tout. Mes vêtements. Mes meubles. Tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Tout sauf une chose. Dans ma panique, alors que le feu faisait rage et que la fumée s'épaississait, j'avais attrapé une chose. C'était une petite boîte ignifugée que je gardais sous mon lit. Elle gisait sur le sol du salon de tante Martine. Un objet gris, griffé par la chaleur. Tante Martine l'a regardé. « Qu'est-ce que c'est ?» Ma chérie, je me suis agenouillée et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux ni argent. C'étaient des disques durs contenant tout mon travail de design. Et en dessous, emballés dans un sac plastique, se trouvaient mes vieux carnets de croquis, les dessins, les idées, les vraies parties de moi que j'avais cachées parce qu'elles n'étaient pas assez prestigieuses. C'était la seule chose que j'avais sauvée. C'était mon symbole. Je m'étais sauvée moi-même. La paix de la maison de ma tante a duré environ 1 semaine. Je commençais juste à me sentir humaine à nouveau. Mes poumons guérissaient. Mes mains étaient assez stables pour tenir une tasse de café sans renverser. J'étais assise à la table de la cuisine, griffonnant nonchalamment dans un nouveau carnet quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Est-ce bien Chloé ?» « Oui. » C'est elle. Ici Aimée, Leroux, de l'assurance mutuelle. Je m'occupe du dossier de votre appartement. D'abord, je suis vraiment désolée pour votre perte. L'enquête sur l'incendie est close et la déclaration de perte totale a été approuvée. J'ai ressenti une petite vague de soulagement. Merci. Et maintenant, que se passe-t-il? L'indemnisation pour les biens personnels et le relogement s'élève à 75 000 €. A-t-il dit? J'ai failli lâcher le téléphone. 75. 0 euros. C'était assez pour recommencer. Assez pour être en sécurité. Chest. Wow. Merci. Ai-je dit. Puis il y eut une pause. Le genre de pause qui vous hérisse le poil dans le cou. Mademoiselle, dit-il, sa voix baissant un peu. Je suis un peu confus concernant les informations du bénéficiaire. Votre père? M. Laurent? Oui, il a appelé mon bureau ce matin.
Mon sang s'est glacé. Il a fait quoi? Oui. Il a affirmé être le bénéficiaire principal de la police et qu'il gérait vos affaires. Il a insisté très lourdement pour que nous virions les 75 000 € directement sur le compte professionnel de sa société. Quelque chose à propos de gestion d'actifs pour vous aider. Je ne pouvais plus parler. La pièce a commencé à me sembler minuscule. Il n'avait pas appelé pour savoir si j'étais vivante. Il n'avait pas envoyé les fleurs promises. Mais il avait trouvé le temps d'appeler mon assurance pour essayer de détourner mon argent. « Mademoiselle, vous êtes toujours là ?» a demandé M. Leroux. « Ne faites pas ça. » ai-je dit. Ma voix tremblante, mais basse et claire. Ne lui envoyez rien. C'est ma police d'assurance. Je suis la seule réclamante. Est-ce compris? Oui. Bien sûr, dit-il, semblant soulagé. Je trouvais ça étrange. La police est à votre nom. Nous vous posterons le chèque directement. Puis-je avoir une adresse de réexpédition? Je lui ai donné l'adresse de tante Martine. Je l'ai remerciée, et j'ai raccroché. Mes mains étaient crispées si fort autour de l'appareil que mes jointures étaient blanches. Il n'était pas juste négligent. Il n'était pas juste froid. C'était un voleur. Tante Martine est entrée, tenant 2 mugs de thé. Elle a vu mon visage et les a posés lentement. « Chloé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai raconté. Je lui ai parlé des 75 000 € et de l'appel de notre père. Je lui ai dit qu'il avait essayé de faire envoyer l'argent sur le compte bancaire de son restaurant. Je m'attendais à ce qu'elle soit choquée. Je m'attendais à ce qu'elle soit en colère pour moi. Au lieu de cela, son visage est devenu parfaitement, terriblement immobile. Elle a regardé le comptoir de la cuisine. Pas moi. Et sa voix était un murmure froid et teinté d'amertume. Bien sûr qu'il a fait ça. Elle a levé les yeux, et son regard était rempli d'une sorte de douleur ancienne et familière. « Chloé, » dit-elle en tirant la chaise en face de moi, « il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit à propos de ton père. À propos de mon frère. » Elle prit une profonde inspiration. « Quand tes grands-parents, mes parents, sont décédés. C'était il y a 20 ans. Ils n'avaient pas grand-chose. Mais ils nous ont laissé la maison familiale et quelques économies. C'était censé être partagé 50/50. Ma part était juste assez pour reprendre mes études. Passer à mon master. Faire un apport pour un petit chez moi. Elle fixait le mur, voyant quelque chose que je ne pouvais pas voir. Laurent était l'exécuteur testamentaire. Il m'a dit que la succession était compliquée, qu'il y avait des dettes cachées. Il a dit qu'il gérerait ma part pour moi, qu'il l'avait investie dans sa brillante nouvelle idée d'entreprise. Le premier restaurant, il a dit qu'il doublerait la mise pour moi en 1 an. Elle laissa échapper un rire bref et amer. J'étais jeune. Je lui faisais confiance. C'était mon grand frère, Tante Martine. Non. Si, dit-elle, croisant enfin mon regard. Le restaurant a fait faillite. 1 an plus tard. Il m'a dit que l'argent avait disparu. Tout. Mon héritage. Il l'avait utilisé pour payer ses fournisseurs et ses mauvaises dettes. Et je me suis retrouvée avec rien. Il m'a ruinée. Chloé, il a ruiné mon avenir pour financer son premier échec. J'avais l'estomac retourné. Et tu n'as jamais. Je ne me suis pas battue, dit-elle, sa voix remplie de dégoût envers elle-même. J'avais honte. J'étais brisée. C'était mon frère. Et il m'a dit que je faisais une scène quand j'ai pleuré. Il a dit « La famille s'entraide ». Alors je me suis tue. Je l'ai laissé me détruire. Et je suis restée silencieuse pendant 20 ans. Juste pour maintenir la paix, elle se pencha par-dessus la table. « It's a mine », celle qui avait semblé si chaude et rassurante quelques jours plus tôt, tremblait maintenant d'une rage froide et concentrée. « Il ne recommencera pas », chuchota-t-elle, sa voix comme de l'acier. « Je l'ai laissé me faire ça. Mais je ne le laisserai pas te le faire à toi. » Elle se leva et se dirigea vers le téléphone. « J'appelle un avocat. » Tante Martine a passé l'appel cet après-midi-là. Sa voix était basse et stable. Un contraste saisissant avec la rage silencieuse que j'avais vue dans ses yeux. Elle parlait à Marc. Un avocat qu'elle connaissait depuis des années. Un homme qui, disait-elle, ne tolérait pas les absurdités. J'étais assise à sa table de cuisine, déchiquetant une serviette en papier, l'écoutant expliquer la situation en phrases courtes et précises. « Oui,
Laurent? Oui. Son assurance habitation. Il a essayé de détourner l'indemnisation. Elle écouta un long moment. Ses jointures blanches, sur le combiné. Puis elle dit « Marc, peux-tu creuser? Tout vérifier ?» J'ai le sentiment que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle raccrocha et me regarda. Le visage fermé. Il va passer quelques coups de fil. Il va découvrir ce qui se passe vraiment. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Marc a rappelé le lendemain matin. Tante Martine a mis le haut-parleur. Sa voix était calme, professionnelle et tranchante, comme la lame d'un couteau neuf. « Martine, Chloé, commença-t-il? J'ai les documents. C'est pire que ce qu'on pensait. Mon estomac se noie. Comment ça? J'ai récupéré le bail original et la police d'assurance que Chloé a signée quand elle a emménagé dans cet appartement il y a 2 ans. Tes parents, Laurent et Valérie, étaient inscrits comme bénéficiaires principaux sur cette police dès le premier jour. J'ai froncé les sourcils. Je ne me souviens pas avoir fait ça. Tu ne l'as probablement pas fait, dit Marc. Ils t'ont sûrement fait signer une pile de papiers et ont glissé celui-là dedans. Ce n'était pas un changement récent. Chloé, c'était systématique. Ils ont mis ça en place. Ils attendaient juste une éventualité. L'air a quitté mes poumons. Ils attendaient. Ça empire, dit Marc d'une voix sombre. J'ai vérifié les registres publics de leur entreprise. Leur restaurant. Ce n'est pas la success story qu'ils projettent. Ils coulent. Ils sont surendettés jusqu'au cou. Et ils viennent de rater une échéance majeure de remboursement de prêt. Ils ont, pour être précis, 110 000 € de dette et font face à une saisie sous 60 jours. La cuisine était silencieuse. Je fixais juste les veines du bois sur la table. Tout s'emboîtait. Le critique gastronomique. Le timing épouvantable. L'appel désespéré à la compagnie d'assurance. Tante Martine l'a chuchoté en premier. Alors l'incendie. L'incendie n'était pas une tragédie pour eux. C'était une bouée de sauvetage. Finit Marc. Ils ont vu ces 75 000 € d'indemnité comme leur plan de sauvetage personnel. Ce n'était pas un moment de panique. Chloé. C'était calculé. C'est de la fraude. Le mot fois fraude fois resta suspendu dans l'air. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était un crime. J'ai regardé ma tante. La dernière petite partie de moi qui espérait que tout cela n'était qu'un terrible malentendu désespéré venait de se briser. Elle s'est transformée en quelque chose de froid et de dur. « Qu'est-ce qu'on fait? On agit en premier. » répondit Marc. « On agit de manière décisive. Je rédige 2 choses en ce moment même. Premièrement, une mise en demeure formelle et une révocation des droits de bénéficiaire à effet immédiat. Deuxièmement, nous préparons une plainte au civil. On va les frapper avant même qu'ils ne comprennent ce qui se passe. » « Bien. » ai-je dit. « Faites-le. » Nous avons choisi notre moment. C'était le mardi suivant. Le soir de la grande critique. Marc avait fait envoyer les papiers par un huissier. Mais nous avons décidé de livrer une copie nous-mêmes. Tante Martine a appelé ça une déclaration de clôture nécessaire. Le restaurant était froid. Exactement comme dans mes souvenirs. Tout en bois sombre verni et marbre gris glacial. Il essayait tellement fort d'être important. Il était aussi presque vide. Mon père Laurent et ma mère Valérie se tenaient près du pupitre d'accueil. Leur dos rigide d'anxiété. Ils étaient habillés parfaitement. Le sourire de ma mère était laqué. Prêts pour le critique. Puis ils nous ont vus, Tante Martine, moi et Marc, qui paraissait calme et imposant dans son costume sombre. Le sourire de mon père n'est pas simplement tombé. Il s'est inversé en un rictus, alors qu'il marchait vers nous à grandes enjambées. Sa voix était un grondement bas et furieux. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en train de faire une scène. » Ma mère, Valérie, a glissé derrière lui, ses yeux dardant vers les quelques tables occupées. « Chloé chérie, » siffla-t-elle, son sourire tremblant, quoi que ce soit. « Les clients peuvent te voir. On en parlera plus tard. »« Non. » ai-je dit. Ma voix était calme. Mais elle tranchait net à travers la douce musique classique. « On va en parler maintenant. » Je me suis avancée vers le pupitre d'accueil poli et j'ai posé une épaisse enveloppe sur le livre de réservation. « Qu'est-ce que c'est ?» aboya Laurent. « Ça, dis-je en le regardant droit dans les yeux.
C'est une ordonnance restrictive, légale, et une révocation formelle de tout droit de bénéficiaire sur ma police d'assurance. Son visage commença à virer à un rouge terne et tacheté. Espèce de... Marc s'avança et posa une seconde enveloppe. Plus épaisse, à côté de la mienne, Eccechi. M, le propriétaire, dit Marc d'une voix polie et brutale. Et l'avis d'intention de notre cabinet de déposer une plainte au civil pour fraude. Conspiration et préjudice moral. En attendant la restitution des 75 000 € que vous avez tenté de détourner illégalement de votre fille, la main de ma mère vola à ses perles. Comment oses-tu? Nous essayons de la protéger. Me protéger? Demandai-je. La froideur qui s'était accumulée en moi trouva enfin sa voix. Me protéger en me volant? C'était pour me protéger des 110 000 € de dettes que vous cachez? Le restaurant fait face à une saisie. Pas à pas, le calme de Laurent vola complètement en éclats. Le masque du restaurateur à succès fondit, révélant l'homme désespéré et acculé en dessous. Espèce d'ingrate, rugit-il, sa voix résonnant dans la salle à manger à moitié vide. Après tout ce qu'on t'a donné, après tout ce qu'on a fait, ta tante t'a empoisonné contre nous. Il lèva la main, pointant un doigt tremblant vers moi. Le visage violacé, et à ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit. Un homme et une femme se tenaient là, carnets en main. Regardant autour d'eux, l'homme vérifia sa réservation. Laurent P. Nous sommes du foie guide. Mon père se figea, les mains encore en l'air, le visage figé dans un masque de rage apoplectique. Ma mère avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je restais là, calmé. Le critique gastronomique fixa mon père, qui soufflait encore comme un taureau, puis ma mère, dont le sourire était figé dans un rictus d'horreur. Puis il regarda les 2 enveloppes légales marquées plainte ou civile posées sur le pupitre d'accueil. Je n'ai pas eu besoin de dire un autre mot. Mon père avait tout dit. J'ai regardé ma mère. Tu avais peur que je fasse une scène, dis-je doucement, puis je me suis retournée, et, avec tante Martine et Marc de chaque côté, je suis sortie par la porte, les laissant debout dans les ruines de leur propre création. Nous n'avons pas eu besoin d'aller au tribunal, confrontés à un procès pour fraude, au témoignage de l'expert en assurance et à la critique très publique et très humiliante du journaliste, qui a écrit un article cinglant sur l'atmosphère scandaleusement toxique et les propriétaires désespérés et frénétiques. Ils n'avaient plus la force de se battre. Mes parents, Laurent et Valérie, ont signé chaque papier que Marc a mis devant eux. Ils ont renoncé à toute prétention sur les 75 000 €. Ils ont signé l'accord pour payer 20 000 € supplémentaires de dommages et intérêts. Ils ont signé l'ordonnance restrictive. L'argent de l'assurance est arrivé sur mon compte 2 jours plus tard. L'effondrement du restaurant fut silencieux et total, sans la bouée de sauvetage de 75 000 € sur laquelle ils comptaient, et avec leur réputation réduite en cendres. La banque a saisi les biens, la marque pour laquelle ils avaient tout sacrifié. J'étais assise dans la cuisine de tante Martine quand l'email de Marc est arrivé confirmant le virement final des dommages et intérêts. J'ai fixé l'écran, les chiffres. Mais je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais juste. Apaisée, pendant des années. J'avais pensé que la famille était un lien, quelque chose d'indestructible. Ce n'était pas le cas pour eux. C'était une commodité. Et un contrat. Et j'avais été celle qui payait toutes les cotisations. J'ai réalisé que couper les ponts n'était pas un acte de colère. C'était juste une fin. Ce n'était pas une vengeance. C'était de l'autopréservation. Il ne s'agissait pas de détruire leur famille. Il s'agissait enfin de me donner la permission de construire la mienne. 6 mois plus tard, la lumière du soleil inondait mon nouvel appartement. Il était plus petit que l'ancien. Mais il était tout à moi, rempli de lumière et de meubles d'occasion que j'avais trouvés et retapés moi-même. Tante Martine était debout sur un tabouret, m'aidant à accrocher un tableau. Un peu vers la gauche, dis-je en plissant les yeux. Elle le poussa. Parfait. Les 20 000 € de dommages avaient été juste suffisants pour verser une caution et acheter un nouvel ordinateur portable. J'avais lancé mon entreprise de design en freelance. Je le faisais enfin pour de vrai. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Je l'ai ramassé. C'était un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Mais je savais qui c'était. Ma mère, Valérie. Nous avons tout perdu. La maison,
L'affaire. Ton père est un homme brisé. Tu n'as pas honte. J'ai fixé les mots. J'ai attendu la vieille pointe familière de culpabilité. L'envie de m'excuser. D'arranger les choses. Rien n'est venu. C'était juste. Calmé. J'ai gardé mon pouce au-dessus de l'écran. Appuyé sur bloquer. Et effacé le message. Tante Martine m'a regardé. Tout va bien. Ma chérie, j'ai souri en posant le téléphone face contre terre. Tout est parfait. Je me suis dirigée vers mon bureau. Encombré de papiers et de nuanciers de couleurs. J'ai pris la seule chose que j'avais sauvée de l'incendie. Mon vieux carnet de croquis. Les bords étaient encore légèrement roussis. Je l'ai ouvert à une page blanche. J'ai pris mon stylo, et dans la pièce calme et ensoleillée, j'ai commencé à dessiner. Le silence ne semblait pas vide. Il ne semblait pas solitaire. Il ressemblait à la paix. Si vous avez déjà dû choisir entre votre famille et votre santé mentale, partagez votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Et n'oubliez pas de vous abonner, car il y a toujours une autre histoire à raconter.